Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente, je m'appelle Julie Théa, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Je rappelle, notre émission est destinée à promouvoir la lecture, la culture littéraire. Nous recevons des écrivains qui veulent bien partager leurs œuvres avec nous afin de vous les faire découvrir et surtout vous inviter à les lire. Alors, notre invité du jour s'appelle Monsieur Bruce Matheso. Nous allons donc parler de son livre Nimi Alukeni, un livre très puissant. Il va nous édifier là-dessus. Bonjour Monsieur Bruce Matheso, bienvenue sur Parlons de livres. C'est un plaisir de vous recevoir sur Parlons de livres aujourd'hui. Vraiment, c'est un plaisir. J'avais hâte. Avoir déjà la couverture est belle. On veut découvrir ce roi. Qui est ce jeune roi très puissant, voilà, très conquérant. Mais bon, avant de parler du roi Nimi Alukeni, Monsieur Matheso, je vais vous demander de vous présenter aux auditeurs. Oui, avec plaisir. Merci pour l'invitation. Donc bonjour à tous, je m'appelle Bruce Matheso. Je suis historien en doctorat à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne en histoire de l'Afrique et également auteur. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir présenter mon deuxième ouvrage qui est un roman historique, Nimi Alukeni, le roi forgeron de Congo. Je suis d'origine congolaise. Super. Alors, grâce à vous, je découvre vraiment l'histoire du Congo. Vous savez, on en entend comme ça, les rois, les dynasties qu'il y avait. Mais là, la recherche est tellement... Le récit est vraiment profond, clair, puissant, avec tous les détails qu'il y a. On va le partager avec le public. Alors, dites-nous, qui est donc ce roi forgeron de Congo? Alors, Nimi Alukeni, c'est le fondateur du royaume Congo, qu'on appelle aussi Congo de Ntotila, anti-Congo. Donc, le Ntotila, c'est son titre, c'est le titre du roi du Congo, c'est celui qui rassemble les peuples, Ntotila. Et donc, Nimi Alukeni, c'est le roi fondateur. Pourquoi forgeron? Pourquoi roi forgeron? Parce qu'un de ses autres titres, c'est Ngangula à Congo, donc le forgeron de Congo, parce que c'est une métaphore à la fois et une réalité. Parce que c'est un grand forgeron, et les forgerons étaient tenus en haute estime chez les Bas-Congo, dans le royaume Congo d'une manière générale. Et en tant que forgeron, donc il a pu forger tout simplement ses armes. Et donc parce que le forgeron c'est aussi un ganga, donc un prêtre traditionnel, si on peut aller vite. Et tout comme le forgeron applique au métal sa force et sa volonté pour le modeler, et Nimi Alukeni a appliqué sa force et sa volonté sur les différents lignages et sur le territoire qui va donner Congo de Ntotila, le royaume Congo. Donc, Nimi Alukeni, c'est vraiment le fondateur du royaume Congo, et voilà pourquoi j'ai voulu transmettre son épopée à travers ce livre. Il est bien transmis. On s'est dit, mais vraiment, quel destin, Quel destin. Parce que en lisant le livre, alors, sa mère était déjà la femme d'un roi de l'époque. Et bon, lui, il n'était pas vraiment parmi les premiers enfants. Normalement, il n'avait pas droit. Parce que quand on pense, on voit roi, on pense qu'il a hérité d'un trône. Mais en fait, il n'a pas hérité d'un trône. Expliquez-nous un peu. Oui, il est le fils de Nimi Nzima, c'est le roi de Vungu. Vungu, c'est un petit royaume à l'époque, qui se situe dans la forêt du Mayombe actuelle, donc dans la République du Congo et la RDC. Et sa mère, Lukini Wasanza, viendrait de Mbata, la province de Mbata, donc en actuelle située dans le Congo central, donc en RDC, et qui déborde plus sur l'Angola, donc la province de Ouige. Donc, il est certes issu d'un couple royal, mais sa mère n'est pas une des favorites de Nimi Nzima, qui est calme. Et en plus, il est le cadet, il est un des derniers enfants. Donc, il est certes un prince, mais il n'a aucun espoir de régner en fait à Vungu. Donc, il est, selon la hiérarchie des aînés des cadets, bon, il faut jouer des seconds rôles, voire même ne pas avoir un destin notable. Or, Nimi Alukeni, il fait preuve non seulement d'ambition, mais de capacité martiale. C'est un grand chasseur, d'où il va avoir son surnom de Congo, de là. Et c'est un grand forgeron, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il a des capacités, des compétences qui le mettent au-delà de ses semblables. Et il le sait, il en est conscient. Et il refuse, en fait, d'être astreint à un destin de seconde zone. Et c'est là le début de son aventure.
Ouais, on voit depuis qu'il est tout jeune, il bouge, intrépide, téméraire, il aime les bagarres, il aime les querelles, tout ça. Ce qui lui vaut le nom de Nimi Avanga, c'est ça? Nimi Avanga. Avanga, oui, Si je ne me Nima trompe pas. Avanga. Nima Avanga, le Mhm. bagarreur. Mhm. Nima Kaunga. Kaunga, c'est le grand artisan, celui qui est capable de fabriquer des objets. Mhm. Et les Ifi Kaunga, aujourd'hui, c'est un lignage Congo, c'est un clan Congo que l'on retrouve au Congo-Brazzaville et aussi un peu partout, donc RDC et en Angola aussi. Mhm. Ça m'a fait réfléchir, je me disais, bon, du coup, vraiment, à l'époque, quels sont les critères pour être un bon roi? Qu'est-ce qui faisait un bon roi, en fait? En fait, à l'époque, il fallait être intrépide, Bah, c'est ça le défi du livre de Nibalo Kini. Parce qu'au début, on peut dire que c'est un personnage ambigu parce que c'est un roi fondateur. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui crée une rupture. La rupture, c'est de la violence. Donc, c'est pour ça que Nibalo Kini, est-ce que c'est la figure du roi, juste, d'une toute la juste? Oui et non, je dirais que c'est plutôt la figure du fondateur. Et pour fonder quelque chose, il faut toujours détruire pour créer. C'est un peu ça aussi. Parce que Nibalo Kini, on peut le mettre en parallèle avec aussi Shaka Zulu. Bien qu'il n'est pas aussi guerrier que Shaka Zulu, mais il y a quand même cette idée parce que Shaka Zulu, il a créé un ordre nouveau, mais il a détruit l'ordre ancien quelque part. Donc ça, on peut philosopher dessus. Donc, mais il y a aussi cette capacité donc de détruire pour créer une forme de sagesse pour gérer les êtres humains. Parce que voilà, il faut faire la différence entre ses affects, entre ce qui est bon pour la communauté, etc. Il faut avoir une vision. Donc il faut quelque part être exceptionnel, ne pas être comme le commun des mortels, parce que le commun des mortels ne doit songer concrètement qu'à sa vie, qu'à ses intérêts personnels ou ses intérêts proches de la famille. Tandis que le chef, il doit être au-delà des intérêts partisans. C'est ce que Nibalo Kini a montré aussi durant toute sa vie. Les anciens règnes, ouais, c'est ça. Un roi ambitieux, hein, qui voulait faire de Baza Congo, comme vous dites dans le livre, le nœud du monde. Du coup, il était prêt. C'était les guerres de conquête, quoi, pour étendre son empire. Et surtout, en fait, étendre son empire, en lisant quand même le fond de toutes ces guerres qu'il faisait, j'ai l'impression, en fait, vous le dites, il voulait réunir les lignages. C'est pas ça? Il voulait réunir les clans qui avaient été dispersés, tout ça. Oui. Oui, c'est un peu son action, sa volonté qui le guide. Et ce que le livre montre bien, c'est qu'il ne peut pas le faire que par la force. C'est ça aussi. C'est que son pouvoir, pour être légitime, il doit être consacré, non seulement par les anciens, par les ancêtres, par le monde environnement, les énergies qui gouvernent le monde, et aussi par la justice humaine, puisqu'il y a un cas, un moment où il y a des territoires et des lignages qui vont s'affilier à lui et à ce qui va devenir le royaume Congo, Congo Jantotila, de leur plein gré, parce qu'ils vont trouver en lui une sagesse légitime. En fait. Donc c'est une alliance des deux. Pour réunir, il faut certes avoir de la force, mais il faut surtout avoir de la sagesse. Et ça, il va l'apprendre aussi, parce que la sagesse, elle n'est pas innée, c'est un apprentissage. On s'initie à la sagesse, à la complexité de la vie. C'est un peu ça le parcours aussi de Nibalo Kini. Oui, c'est ça, effectivement. La sagesse qu'il acquiert en passant par le Lufundu. Le Lufundu, c'est ça, c'est le parcours initiatique qu'il fait, hein? Il va il y a plusieurs parcours initiatiques qu'il subit. D'abord l'initiation, donc le Kikumbi, la circoncision, qui est un peu le passage de l'enfance à l'adulte, mais c'est un statut adulte qui n'est qu'un potentiel en réalité. Hein, les gens n'étaient pas dupes, les anciens ne sont pas dupes. Et il y a plusieurs personnes comme ça qui vont le guider. Donc c'est Zilako Congo, hein, le nom générique de cette initiation, donc le chemin vers Congo. À la fois Congo comme la construction de l'État, de la nation, etc. Et Congo, la construction d'un individu qui apprend les mystères de la vie, aussi bien sa vie individuelle à lui que la vie en société. Et c'est des étapes et des épreuves qu'il va avoir à apprendre. Il y aura toujours quelqu'un qui va l'aider en fait à passer ces épreuves. Ouais, déjà tout jeune, effectivement, après la circoncision, il va dans les bongis. Oui, le bongui, oui. C'est ça, il va dans les bongis, apprendre, écouter ce que les plus anciens disent, tout ça.
Et ben voilà, il devient un roi effectivement sage, ambitieux, parce que la séquence, comment il arrive, comme vous dites, c'était pas que les guerres de conquête, mais aussi par la sagesse, il a réussi à étendre son territoire en réglant le litige, vous savez, de Ndongo et Matamba. Oui. J'étais bluffée, Oui. quoi. Vraiment, parce qu'en lisant, je me disais, mais comment il va régler ça? Il doit être effectivement impartial. Comment? Et chacun, vous voyez, chacun a toujours sa thèse. Le Ndongo qui dit non, l'autre, et puis les paraboles utilisées aussi. Comme vous dites dans le livre, quand Ndongo et Matamba règlent leur histoire, c'est Ndongo, le langage utilisé là, les paraboles, hein, les proverbes entre la gazelle et le léopard, tout ça. Et moi j'étais sur le qui-vive en disant, bon, c'est vrai que chacun, sa thèse est soutenable, voilà, comment va-t-il régler ça? Et quand j'ai vu ce qu'il a fait, j'ai dit, oh là là, oh là là. Vous avez vu ça? Il arrive à s'étendre comme ça en disant, bon, voilà, je ne dis pas tout parce qu'il faut que le lecteur lise, mais c'est vraiment la sagesse. C'est ce que vous dites, que c'était pas que par les guerres de conquête qu'il arrivait à étendre l'empire. La sagesse, il a su comment les... Vous voyez, du coup, le plus rebelle Matamba n'a pas su quoi dire. Hein? Oui, oui, c'est un peu plus clair que vous citez ce passage-là. Pour m'inspirer, parce que dans les traditions, c'est surtout les traditions orales hein, qui nous font peut-être recourir à cette sagesse-là, parce que les traditions, enfin les sources écrites, c'est plus les missionnaires portugais, donc eux, ils ont mis l'accent sur l'effet conquête. Tandis que les traditions orales, ils ont mis l'accent sur justement la sagesse, etc., etc. Donc je suis inspiré de ces traditions-là, et puis aussi cette sagesse Congo qui a traversé les âges qu'on retrouve aujourd'hui, que moi j'ai appris auprès de mes grands-parents, de mon grand-oncle maternel. Tous ces sagesses, il y a des proverbes qu'on appelle donc les Lingala en Kikongo, où je me suis un peu inspiré de cela pour retracer les dialogues, etc. Parce que c'est une manière de régler les problèmes qu'on retrouve aujourd'hui, hein, qu'on appelle en Kikongo les Kinzonzi. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui, donc avec les traditions historiques orales et puis mes petites expériences que j'ai de la sagesse Congo, j'ai pu un peu reconstituer cela et je suis très content en fait. Je ne savais pas comment, est-ce que le lecteur allait réussir à percevoir ça. J'ai vraiment essayé de restituer. Donc là, quand vous me faites ce retour-là, vraiment ça me fait plaisir parce que ça veut dire que j'ai un peu réussi. C'est bien passé. C'est bien passé. Vous avez réussi à faire passer justement ces expressions que vous voulez que vous nous transmettez là-dedans. De toute façon, je vais lire un paragraphe et puis je vais vous laisser nous le commenter. C'est à la page 129, quand il va faire son initiation. Hein, il va faire son initiation, il va voir le Ntomi. Et à un moment, c'est le Ntomi hein, d'un autre royaume où il va faire l'initiation, qui lui pose des questions. Il commence par lui dire, sais-tu ce qui nous différencie des pierres, des animaux, des plantes, de toutes ces choses que nous pouvons manger, toucher, sentir, saisir de nos mains? Et lui répond promptement en disant, oui, c'est la volonté qui nous anime. La pierre est inanimée, la plante ne fait que croître et décroître, les animaux ne sont mus que par la volonté de survivre. Nous, Bantous, sommes animés par autre chose. Et là, le Ntomi lui répond, sourit et lui dit ceci. J'ai vraiment lu ce paragraphe, vraiment je me suis dit, ouais, il est bien écrit. Tu as, c'est-à-dire c'est le Ntomi qui répond, voilà ce qui nous différencie de tout le reste. Il lui dit, tu as à la fois tort et raison, hein, par rapport à la raison, à la réponse qu'il a donnée plus haut. Nous sommes en effet animés par autre chose que la volonté de croître et que la volonté de survivre. En même temps, nous ne sommes pas aussi différents que la pierre dénuée de vie, car tous ensemble, nous ne faisons qu'exister. Et pourtant, cette existence est tout ce qu'il y a de plus précieux. L'existence, c'est ce qui nous caractérise. Et cette existence-là est notre essence même. Mais ce qui nous différencie, donc on revient à ce qui nous différencie, comme il dit, des pierres, des animaux, des plantes, de toutes choses que nous pouvons manger, toucher, sentir, tout ça, c'est le ngangu. Hein? La pierre n'a pas de ngangu. L'animal n'a pas de ngangu. Seul le muntu en a. Donc, expliquez-nous. Oui.
Alors, le Ngangu, merci pour ce passage. Alors rapidement, le Ntomi, c'est une sorte de grand prêtre traditionnel. Voilà. Il y a le Nganga qui est le, entre guillemets, petit prêtre traditionnel. Voilà. Le Ntomi, c'est vraiment le grand prêtre traditionnel supérieur. Voilà, le Ntomi. Ça, je dis pour... Hein. Donc, le Ngangu, alors, le Ngangu, en Kikongo, c'est la capacité de faire l'intelligence. En fait, c'est la même racine que ce qui va donner Nganga. Donc, le Ngangu, c'est l'intelligence, la capacité d'interagir avec le monde existant et l'essence spirituelle même des choses. Et ça, il n'y a que les êtres humains qui en sont capables d'interagir spirituellement en conscience avec les choses. Les animaux ne peuvent pas le faire. Nous pouvons interagir avec eux. Quand ils le font, c'est-à-dire que ce ne sont pas juste des animaux, en fait. C'est-à-dire que ce sont des entités spirituelles. Donc les Simbi, les forces qui incarnent, par exemple, les génies de la nature, par les vies. Mais sinon, l'animal que nous mangeons, non. Nous pouvons interagir spirituellement avec lui, mais lui, en conscience de choses. Mais l'animal ne peut pas interagir spirituellement en conscience avec nous. C'est ça la différence qui nous différencie. Parce que sinon, à part cette conscience-là qui nous vient de l'énergie primordiale, de Nzambiankungu, chez nous, il y en a qui viennent de Nzambé, d'autres de Nzamé, etc. Donc tout le monde bantou. Nous avons chacun notre vocabulaire pour définir cette énergie-là. Et cette énergie-là divine qui nous donne cette intelligence-là, qui nous permet d'interagir spirituellement avec tout le monde existant. C'est ça qui nous différencie. Et c'est pour ça que nous pouvons être des Nganga, etc. C'est pour ça que lorsque nous devenons des ancêtres, si en tout cas nous avons mené une vie honorable qui nous permet d'atteindre ces statuts-là. Et c'est ce que le Ntomi nous dit. C'est ce que le Ntomi enseigne aussi à Nimulukini. C'est ça qui fait la différence. Mais en même temps, malgré cela, nous ne sommes pas supérieurs forcément à toutes les autres créations. Et que cette Ngangu-là, c'est juste que nous avons conscience de la connexion que nous avons avec tout le reste. Donc c'est à la fois un privilège, mais du coup aussi un devoir par rapport à toutes les créations. J'allais dire toutes les créatures, mais créature et création. Parce que la pierre n'est pas une créature, mais elle est une création. Et nous avons un devoir aussi par rapport à cette pierre. Parce que nous sommes capables de comprendre justement la connexion que nous avons avec tout ce qui existe. La nature, l'environnement, au sens large du terme. Voilà. Du coup, vous le dites aussi de toute façon tout au long du livre par rapport à Nimi Alukeni, son Fomu Kutu aussi intervient. Oui. Et le Fomu Kutu, c'est l'intuition. Voilà, l'intuition, l'intelligence sensible, qui est un don, entre guillemets, qui est quelque chose de divin en tout cas, un don de Nzambiankungu, qui correspond un peu à notre essence divine que nous avons chacun en nous, et qui est en réalité l'une des choses qu'avec les initiations, tout qu'avec l'expérience de la vie, tout avec les méditations, tout ce que nous connaissons, si nous avons conscience, est censé développer en fait ce grain de divinité que nous avons en nous, tous les êtres humains. Oui, ça m'a vraiment parlé. Ça m'a parlé parce que je suis moi très intéressée à tout ce qui est développement de l'intuition, tout ça. Et c'est vrai que c'est vraiment important. C'est une grâce spirituelle de savoir ressentir les choses. Vous voyez, ressentir les choses. Et ça, l'intuition y est pour beaucoup. Ouais. Vraiment, comme je dis, ce livre est puissant. Ce livre est puissant parce que il nous fait comprendre, en fait, tout au long du livre, on voit bien que l'homme fonctionnait avec ce que vous appelez le Nza. Voilà, tout ce qu'il y a autour, l'univers, les Simbi, donc les esprits, les génies, les gardiens du monde. Parce que Nimi Alukeni, des fois pour prendre une décision, il fallait attendre, il faisait appel en disant les Simbi vont décider. Il y avait beaucoup de symboles comme ça, notamment la pluie. Oui, pour la pluie, jusqu'à aujourd'hui, la pluie est un signe de bénédiction chez les Bakongo, notamment même lors des enterrements, lorsqu'on enterre un ou une chef de famille. S'il pleut, c'est une forme de bénédiction, c'est un agrément, c'est considéré comme un agrément des Simbi et des ancêtres en fait. Moi, c'est quelque chose que j'avais appris lorsque j'avais perdu ma grand-mère, mais j'étais très jeune, mais quand on avait au Congo, il se trouve qu'il n'y avait plus, puisque ma grand-mère était une forme de matriarche au Congo, ma grand-mère maternelle. Donc voilà, c'est des choses qui sont restées, en fait, qui ont été transmises. Et j'espère que cela va continuer à être transmis. Donc,
notre modernité actuelle, il y a un peu un combat culturel contre ça, alors que ce sont des choses qui ne sont pas des superstitions, qui ne sont pas des obscurantismes, ce sont des choses au contraire qui nous élèvent parce que ça, ça développe notre rapport aux autres, notre rapport au monde, notre rapport à notre passé. Ça nous montre que nous sommes les maillons d'une chaîne et cela nous grandit en fait. En lisant ce récit, on se dit il faut qu'on sorte de cette matérialité, de ce monde matériel. Parce qu'au-delà de ce monde-là, il existe voilà, ce monde spirituel qui nous connecte. Notre intuition nous permet effectivement de nous connecter à ce monde invisible, plus ou moins. À l'époque, dans les sociétés, quand on lit traditionnel, c'était plus facile parce que tout le monde était un petit peu dans cette philosophie de la vie. Avant de faire un kizonzi, on ne boit que de l'eau d'abord pour que le vin de palme ne nous amène pas la tête, mais oui. Oui. Parce que si vous l'avez déjà bu, vous allez discuter pour discuter. Oui. Et puis après, quand on prend une décision, on va attendre des signes. On faisait beaucoup attention aux signes. Oui, sans pour autant tomber dans le traverse inverse, c'est-à-dire de faire confiance qu'aux signes. C'était vraiment une harmonie en fait entre l'intelligence et l'intuition, entre le rationnel et l'irrationnel. Alors que souvent, aujourd'hui, on a tendance à opposer les deux, alors que les deux ne sont que les facettes d'une même pièce. En tout cas, il a le Lusakumunu. Hein? Oui, Lusakumunu, la bénédiction. C'est la bénédiction. Oui. J'ai appris des mots parce que c'est super. Ah oui, tout le temps. Je suis vraiment ça, surpris, c'est vraiment, ben oui, c'est ça la littérature africaine. On apprend les mots hein, dans leur contexte même. Vous voyez, c'est d'où l'intérêt, c'est pour ça que le lecteur veut vraiment, en plus c'est tout expliqué. La phrase d'abord en langue, c'est quelle langue? C'est le Congo, c'est comment? Le Congo, Kikongo, c'est la même chose. Le Kikongo, et il y a l'explication après. Oui, vous savez, j'ai eu peur, hein. J'ai eu peur, je me suis dit, est-ce que ça va pas être trop lourd à la lecture? Est-ce que ça va pas justement freiner? Mais je me suis dit, bon, il faut que ce type de livre existe aussi, parce que des fois, quand on traduit, on perd un peu de l'essence du mot. Et souvent, pour la littérature africaine d'expression francophone, pour beaucoup, c'est un peu l'héritier de la littérature exotique coloniale, où il y a tout un imaginaire et un vocabulaire qui a été fabriqué à ce moment-là. Donc, le griot, le marabout, la case, etc. Et c'est les mêmes mots qu'on emploie, que ce soit une société en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique australe. Et une même Afrique, mais pas une même Afrique réelle, une même Afrique fantasmée, minorée par les cultures occidentales. Et l'une des manières de briser ça, même en parlant français, c'est d'utiliser nos mots de temps en temps. Parce que quand, par exemple, il y a un roman sur le Japon, on n'est pas surpris, sur le Japon médiéval, on ne sera pas surpris de retrouver les mots comme samouraï, comme ninja, comme katana. Pareil pour le monde islamique, les mots de calife, sultan, bazar, souk. Je pense que quand on parle aussi de romans ou même d'épopées qui s'inscrivent dans un paysage africain, il faut utiliser le mot de l'environnement en question. Ça permet, je pense, de rendre hommage et de faire exister nos mondes, nos sociétés. Donc j'ai essayé de le faire. Vous avez réussi, c'est vraiment réussi. C'est une belle aventure allégorique, effectivement, avec tout ce qu'il y a comme paraboles, proverbes, et puis ces mots, ils sont vraiment parfaits. C'est parfait parce que ça nous ramène complètement dans le contexte. C'est super bien fait. Alors, le roi forgeron, Nimi Alukeni, qui devient Ntinu. Oui, en fait, c'est des proverbes. C'est des petits proverbes, c'était des petits dictons qu'on utilisait pour le caractériser et qui exprimaient une de ses qualités. Nime Avanga, Nime Akalunga. Pour le mot de Ntinu, parce que Ntinu c'est le roi, aussi le chef, mais plus l'aspect militaire, l'aspect guerrier. Le Mwene, en fait, le titre c'est surtout Mwene Congo. Voilà, donc le maître de Congo, parce que Mwene c'est un terme générique qu'on retrouve dans tout le monde bantou, le Mwene, on le retrouve au-delà du monde Congo, on le retrouve aussi, bien entendu, chez les Bateke, Mwene. Le titre c'est vraiment Lonko, donc le roi des Bateke, mais par exemple chez les Mboshi, donc chez les Mangala, on trouve Mwene aussi, ou même en dehors du bassin du Congo, quand on va au Zimbabwe, il y a le Mwene Mutapa, le maître des caravanes, des mines. Les Portugais vont déformer et ça va donner Monomotapa. On dit que le nom de l'ancien royaume du Zimbabwe, quoi. Monomotapa. En fait, ça dérive du titre du souverain Mwene Mutapa. Donc Mwene, c'est un titre qu'on trouve dans tout le monde bantou. Et vraiment le titre de Né Congo, en fait, Né Congo,
Le Né là, c'est juste l'abréviation de Mouéné. Donc Né Congo, Congo parce qu'il est, le grand chasseur, c'est aussi l'État qui va créer Congo. Donc Mouéné Congo, le maître de Congo. Écoutez, vraiment, merci pour toutes ces informations. Comme je dis, c'est vraiment un roman historique qui reste. Et en plus, c'est une période que vous décrivez, c'était avant même l'invasion portugaise. Oui. C'est ça. C'est alors l'un des gros côtés d'adaptation. Là, c'est un vrai casse-tête. Auparavant, ou même de manière, on va dire, consensus historiographique, dans le monde universitaire, c'est le XIIIe siècle. Sauf que si on prend en compte les fouilles archéologiques et certaines traditions orales, il y a une grosse fourchette, on va dire, on met entre 8e siècle et 12e siècle. Moi, je tranche, je mets au milieu, je ne suis pas très original, donc je mets 10e, 11e, voilà. C'est vrai qu'on n'est pas tout à fait sûr, mais en tout cas, on est plus proche autour de l'an 1000 que vraiment 13e, 14e siècle, ça paraît un peu tardif. Et c'est bien. Mais en tout cas, on est avant l'arrivée des Portugais. Nimaloquini, au maximum, c'est au moins quand même 200 ans avant l'arrivée des Portugais au 15e siècle. C'est vraiment intéressant parce que ça nous donne cette image effectivement d'une Afrique organisée. Parce que quand on voit ce qu'il a fait, vous l'expliquez, après c'est vrai, les conquêtes, il arrivait, il voulait vraiment créer un grand royaume, notamment réunir tous ces lignages des Nsaku, les Kenge, les Zinga, les Panzu, voilà. Alors tous dans le Congo, une fois qu'il les a réunis, et puis il a développé, il a organisé, mis en place l'administration, la justice, la police, toute la gouvernance. On sent vraiment que c'était une société organisée. Oui, parce que humainement parlant, pour que les gens ils acceptent une autorité supérieure, donc ils ne perdent pas de souveraineté, il faut leur accorder un service. On ne peut pas gouverner juste par la force, la terreur, c'est impossible. C'est impossible. Et qu'est-ce qui a permis le royaume Congo qu'il soit le plus grand de la région, parce qu'il y avait d'autres royaumes, comme le royaume Téké, eh bien c'est la monnaie notamment. Le fait qu'il y ait une monnaie unique pour tout le monde. Il y avait d'autres systèmes monétaires, mais il y avait vraiment une monnaie qui était sous le contrôle de Nimaloquini et de tous les autres Totilas, c'est les Nzimbu, donc les coquillages. Les coquillages qu'on retrouve à Luanda. On retrouve vraiment sur la côte de Luanda. Et le contrôle de ça, et le fait que pour s'acquitter du tribut ou d'une Totila, il faut payer en nature et aussi en Nzimbu, et ben ça va vraiment permettre l'émergence de l'État Congo. Et c'est ce qui va vraiment faire la différence entre Congo et ses voisins, c'est vraiment ce contrôle-là de la monnaie. Et de la justice aussi, bien entendu, le fait qu'il est censé représenter une justice supérieure. Et ça, c'est vraiment un trait qui a commencé avec Nimaloquini et qui va perdurer jusqu'à la colonisation. Même quand le roi du Congo, politiquement, ne pèsera plus, mais le roi de Banza-Congo va toujours être considéré comme une autorité judiciaire supérieure. Et ça va rester jusqu'à la fin, jusqu'à l'abolition du royaume du Congo en 1914 à Banza-Congo. Mais vraiment super, un beau royaume. Il a réussi à faire prospérer cette partie. Et puis bon, il a réussi son pari, c'était de rassembler tous ces lignages qui en définitive venaient de même, parce qu'au début vous parlez de la lignée matriarcale et la lignée patriarcale. Oui. Au tout début. Mais bon, à la fin, en lisant, on voit qu'il a vraiment réussi à les rassembler, tous les lignages en question. Comme j'ai nommé, je vous l'avais dit, les Nsaku, les Nkenge, les Zinga, les Mpanzu, voilà. Oui. Donc, ils sont finalement tous rassemblés sous un même fumu par un Totila. Oui. Et c'est lui le Totila. Vraiment, merci à vous pour ce beau récit. Et le passage sur la monnaie, justement, les Nzimbu, les coquillages rares, spéciaux, sur l'île de Luanda. Voilà, la presqu'île de Luanda. Oui, la presqu'île de Luanda. C'est juste à côté de la Luanda actuelle. Ah là là, c'est vraiment, c'était un super récit. On va conclure en disant ceci à la fin, parce que il était tellement intransigeant, tout ça, mais avec le temps, la sagesse, et à la fin, on ne dira pas ce que c'est, le lecteur, c'est à vous de lire, mais la leçon quand même, pour dire quand on est un grand homme, quand on est une grande personne, on a acquis toute cette expérience,
hein, avec tous les progrès qu'on a fait, créer un grand royaume. À la fin, c'est assez émouvant avec son neveu. Voilà. Quand le neveu vient lui demander pardon, et lui-même répond au neveu en disant Moana. Moana, c'est enfant, hein. Moana, Oui. Moana, si tu as échappé à la fureur de Né Congo, c'est que les ancêtres l'ont permis. Et puis, il pardonne. Si Moni Mumbu t'a poussé à la faute, mais que Makongo t'a guidé ici, je ne vais pas agir contre lui. En fait, il dit, les pensées humaines ne sont pas les pensées divines. N'oublie pas que le garant de la justice était pourtant un homme ayant tué sa tante paternelle. Ouais. Voilà. Donc, il faut que le lecteur lise pour qu'il sache de quoi on parle. Ah bah vraiment, parce que là, Ouais. j'imagine celui qui débarque là, il va dire, Oui. oh, mais... C'est exprès d'ailleurs que je le dise, pour attiser la curiosité de celui qui des lecteurs qui nous écoutent. Voilà. Donc, allez, pour moi, c'était la conclusion, quoi. C'est ça. La conclusion, pour disant, c'était un roi, un homme abouti. Un roi abouti. Oui. Donc, allez lire ça. Lui-même, il conclut en disant, les pensées humaines ne sont pas les pensées divines. N'oublie pas que le garant de la justice était pourtant un homme ayant tué une tante paternelle. C'est vrai, parce que même si on l'oublie, vous voyez, ça nous ramène à certains chapitres au début du récit. Donc, oui, on n'en a pas trop parlé, mais on va laisser les lecteurs découvrir parce que ça peut être intrigué. Parce que oui, c'est un épisode vraiment violent, vraiment brutal, mais qui est une bascule, qui est vraiment une bascule du récit. Quoi. Oui. Mais je suis content parce que ça a été aussi émouvant ce passage pour moi de l'écrire et de découvrir, parce qu'avant d'écrire Nimokini, je ne connaissais pas ce lien avec ce neveu-là. Mais ça a été assez émouvant. Ça a été assez émouvant parce que c'est comme Nimokini assagi et il voit en son neveu quelqu'un qui voilà, quelque part un peu comme lui, et on voit déjà qu'il est plus en position du cadet ou du jeune que l'on conseille, mais c'est à son tour maintenant de transmettre. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment plaisant et émouvant à écrire même. Moi-même, j'étais assez ému d'écrire ça. Oui. En lisant, nous qui sommes lecteurs, en lisant, ouais, c'est émouvant. C'est des leçons de vie, en fait. C'est des leçons de vie. Et puis, ben, la fin du récit la fin du récit est réaliste, triste, mais c'est la vie. C'est la vie. Oui, c'est la vie. C'est ça. Ainsi va la vie. C'est le cours de la vie, tout simplement. Oui. Oui. Je ne peux pas en dire plus, mais en tout cas, sachez que c'est pas mon invention, c'est vraiment... c'est bien ça, c'est historique, c'est ça. C'est pas exact. Vraiment, un grand merci à vous. Un grand merci à vous, Monsieur Zedam, Nimi A. Lukeni de Monsieur Bruce Mateso. Vraiment, c'est un récit puissant, un récit historique. Comme il dit, il n'invente pas, il n'a rien inventé. Mais c'est un puits de connaissances. Il faut vraiment le lire parce que ça nous en apprend tellement. Surtout d'ailleurs, hein, les costumes de l'époque, l'importance des bijoux, de tout ça, les signes, le respect, en bas des mains, on se met la terre ici, le respect envers le roi, tout ça, c'est tellement bien décrit. Même les scènes de guerre sont super bien décrites. Ah, ça fait plaisir de dire ça. Oui, je ne sais pas, c'est votre invention ou ça, c'est parce que c'est tellement bien décrit. C'est romancé aussi, je crois, c'est ça? Plusieurs inspirations. Je suis aussi mon domaine de recherche universitaire, c'est l'histoire militaire africaine, y compris ancienne. Donc ça m'a aidé. Et maintenant, dans la littérature, il y a un petit peu Tolkien, dans le Seigneur des Anneaux. J'ai bien aimé la description des batailles, du gouffre de haine, etc. Et pour ce qui est de la littérature africaine des batailles, il y a la légende de Mfumu Mamazono de Jean Malonga, qui est chez Préance africaine. La légende de Mfumu Mamazono. Bien sûr, Chaka de Thomas Mafolo, qui est donc un auteur sud-africain, qui d'ailleurs, je crois, le premier roman, c'était écrit en Soto, donc sur Chaka Zulu. Et aussi qui a du coup raconté les batailles, et dans une moindre mesure aussi quand même Sundiata Keita ou les peuples mandingues de Djibril Tamsirian. C'est un peu les ouvrages qui m'ont aidé à écrire, et aussi surtout pour cette partie de la bataille qui pour moi c'est vraiment le grand défi, parce que justement on a du mal dans notre imaginaire à imaginer des batailles en Afrique avant la colonisation. On a vraiment du mal même à s'imaginer comment ils se battaient. Donc ça a été un grand défi pour moi, et je suis content du coup si j'ai réussi à retranscrire. Ça, c'est vraiment... c'est le plus dur. Oui, on se croirait assis en train de regarder un film. Hein.
on les voit, on se représente les batailles parce que c'est tellement bien décrit. Ici, ça, c'est vraiment super. Comme je dis, un récit vraiment puissant, puissant. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas, hein, voilà, un beau cadeau de Noël d'ailleurs. Mimi Alukeni, profitez-en, voilà. Alors, Monsieur Mateso, vous dites aux auditeurs où est-ce qu'on se procure votre livre? Alors, l'ouvrage, donc Nimi Alukeni au roi forge de Congo, vous pouvez le commander en ligne sur le site de la maison d'édition Paris Éditeur, donc www.paris-éditeur.com. Ça, c'est non à la FNAC, sur Amazon, bien entendu. En physique, chez Tatawi à Paris, si vous connaissez, donc la galerie panafricaine. Vous pouvez commander à l'Harmattan et Présence africaine aussi sur Paris. Et en ligne, sinon, les grands distributeurs, voilà, Fnac, Amazon, et le site de la maison d'édition, donc la maison d'édition Paris, P2ARI. Voilà. Super. Merci à vous. Le message est bien passé, mesdames et messieurs. Vous savez où procurer ce bijou. N'hésitez pas. Vous passerez un agréable moment. Vraiment un agréable moment. Voilà. Un grand merci à vous, Monsieur Mateso. C'est moi qui vous remercie pour ce retour et ça m'a vraiment fait plaisir et je suis vraiment content si ça a pu rentrer en résonance en fait avec vous, ce livre. Vraiment, ça fait plaisir. Oui, oui, oui. Très bien, très bien. Belle couverture en plus. Hein. C'est bien fait. Oui, une artiste, un petit détail, c'est une artiste afro-américaine qui est à Washington d'ailleurs, donc Maïlora Lipscomb, que j'avais rencontré durant un de mes stages et qui a du coup peint Nimi Alukeni. Et pour chaque chapitre, il y a des dessins aussi pour chaque chapitre. Et là, c'est un artiste, un graphiste, donc Jason Fina, et avec qui je pense qu'on aura d'autres collaborations parce que je trouve que c'est bien de aussi dessiner, peindre nos imaginaires, nos histoires. Je pense que c'est vraiment très, très, très important et j'espère que les années à venir, ce genre de projets vont de plus en plus fleurir. Oui. Voilà. Tout à fait. C'est vraiment bien fait. Les images à l'intérieur bien représentées, ça donne une idée un peu des armes de l'époque, des outils, de tout ce qu'ils utilisaient. C'est super. En tout cas, bien fait. Le prochain livre, c'est encore une étude historique, c'est une biographie, mais d'un roi Congo, un héros qui s'appelle Vita Kanga, qui a combattu les Portugais lors de l'une des plus grandes batailles de l'Afrique centrale, la bataille de Buila, le 29 octobre 1665. Et là, je raconte l'histoire de ce roi. Un grand merci à vous, Monsieur Mateso. Et puis, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Alors, mesdames et messieurs, nous remercions donc Monsieur Bruce Mateso pour ses éclaircissements sur son roman Nimi Alukeni. Nous retiendrons donc que c'était un roi ambitieux. Voilà, il voulait donc étendre son royaume Mbanza Congo en un grand royaume devenu le royaume de Totila. En fait, le royaume est devenu le royaume du Congo Dia Totila. Voilà, parce qu'il est devenu le Totila de ce royaume. Donc au début, c'était les guerres de conquête, mais pas que les guerres de conquête. Il a fait preuve de sagesse pour arriver à étendre son royaume dans la paix. Il a réussi donc à étendre son royaume et le faire prospérer, créer sa monnaie unique, organiser l'administration, la gouvernance, la police, la justice. Voilà. Donc c'était vraiment un royaume très organisé, très prospère. Et c'est une belle histoire, vraiment un beau récit, très brillamment écrit, de belles scènes, voilà, décrites. Ça vaut vraiment le coup, mesdames et messieurs. Lisez-le, vous découvrirez donc l'histoire de ce puissant royaume Congo. C'est le royaume Kintotila, Kia Congo. Voilà. Nous vous remercions de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas, mesdames et messieurs, encouragez-nous, vous aimez Parlons de livres, commencez par vous abonner, appuyez sur la touche subscribe, sur la cloche également, partagez, commentez. Nous vous remercions, on se dit à très bientôt.